Alors, en fait, je ne suis pas forcément mécontent de cette conférence, parce que c'est une conférence que je donne habituellement au Japon. Et les Japonais, ils aiment beaucoup cette conférence. Bon, alors, parce que je leur fais un peu de la mousse, quoi, hein, mais vous verrez qu'il y a quand même un peu de sens. Hein, il y a un peu de sens. Et c'est surtout valable pour l'endoscopie diagnostique. Alors, vous voyez que je viens de Lyon, hein, en France. Alors, pour les Limougeaux, là, Lyon est ici. Hein. D'accord. Ok. C'est pas forcément mauvais de le rappeler. Et puis alors, le Japon, c'est là. Hein. Ok. D'accord. Je suis allé, je sais pas, peut-être une trentaine de fois dans ma vie au Japon. J'aime beaucoup le Japon. Alors, simplement, quand on parle de diagnostic, ce qui est intéressant chez les Japonais, c'est qu'ils ont un raisonnement face aux lésions qui est déductif. Ils déduisent. Ce qui est tout à fait contraire à un endoscopiste européen ou occidental. Alors, je reprends dans le détail cette diapo en vous expliquant ce que c'est que la déduction par rapport à l'intuition. Vous prenez un opérateur occidental, travaillant à la clinique du Trocadéro, par exemple, il voit un polype, tout de suite, ah, c'est un adénome, ok? Ouais, ouais. Tout de suite. Il ne réfléchit pas, hein. C'est un adénome. Alors, un Japonais, il ne réagit pas du tout de la même façon. Il ne va jamais dire ce que c'est au départ. Il va analyser les couleurs. Il va analyser le relief muqueux, il va analyser le réseau vasculaire, et puis, assez rapidement quand même, il va aboutir au diagnostic. Et il a d'ailleurs été montré que la déduction était beaucoup plus performante que l'intuition. Ça, c'est vraiment... Et c'est pas que pour l'endoscopie, hein. Les Japonais sont comme ça. Ils analysent, et ensuite, ils disent ce que c'est, voilà. Ou ils prennent une décision. Alors, il y en a qui prennent une décision assez rapidement, hein. Bon, je passe. Alors, c'est là où ça devient un peu culturel, hein. J'essaie de monter un peu le niveau. On peut comparer l'influence des endoscopies japonaises sur l'endoscopie européenne à l'influence des graveurs japonais sur l'impressionnisme. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que l'impressionnisme? Oui, non, moi, de toute façon. Hein. Bon. Alors, les estampes japonaises, en japonais, ça s'appelle ukiyo-e. Ça s'écrit comme ça, c'est bien connu. Et ça a influencé l'impressionnisme. Alors, en fait, c'est une vieille histoire, mais Monet avait une collection de 231 estampes japonaises. Pour ceux qui connaissent Giverny, Manet, il a inséré des ukiyo-e dans ses peintures, et Van Gogh était si fasciné par les estampes japonaises qu'il les a copiées et qu'il les a même caricaturées. Alors, quelques exemples. Alors, si je connais bien le sujet, c'est que ça fait partie de ma collection d'estampes japonaises. Il ne faut pas croire que les estampes japonaises, c'est ce qu'on pense, hein, d'accord? Enfin, c'est ce que vous imaginez. Non, les estampes japonaises, elles ne sont pas toujours érotiques, elles sont souvent plutôt de ce type. Hein. Ça, ce sont des samouraïs, des ronins, et ça c'est un peu de chez moi. Voilà. Donc, j'ai une quarantaine d'estampes japonaises, et en partie, ma passion date de mon vieux maître, qui s'appelait René Lambert, qui m'avait offert 2 estampes japonaises de valeur, parce que je l'avais aidé à creuser sa piscine. Vous voyez, comme quoi, il faut quand on veut réussir, il faut être quand même assez servile, dévoué, etc. Mais de temps en temps, on est récompensé. Hein. Bon, 2 belles estampes. Donc, celui-là s'appelle Koniyoshi, il est très connu. Il remonte maintenant beaucoup au Japon et il commence à devenir très cher. Donc, vous reconnaissez Monet, c'est sa cuisine, donc ça l'a mangé. Et une partie de sa cuisine, vous voyez, il adorait les estampes japonaises. Et son meilleur ami, qui était Clémenceau, sa maison est à Jars-sur-Mer, en Vendée. Il a également une très belle collection d'estampes japonaises. Ça, c'est Madame Monet par Monet. Et donc, c'est façon estampe japonaise. Alors, un autre impressionniste, c'est Manet. Voilà. Et lui, il a représenté non seulement des toiles bien connues de lui-même, mais également, vous voyez, une estampe japonaise en fond. Et ça, c'est Van Gogh. Alors, Van Gogh, c'est le monsieur Tanguy, en fait, en milieu, hein, qui était celui qui lui vendait les couleurs, les toiles. Et vous voyez qu'il a représenté tout un tas d'estampes japonaises au fond. En fait, il est caricaturé chez rien. Alors, la démonstration de ça, parce que c'est un peu gratuit ce que je vous dis, hein, mais je vais vous démontrer. Il faut toujours démontrer un peu, hein, et pas simplement affirmer. Donc, démonstration. Premièrement, les détails. Alors, ça, c'est des comparaisons. Ça, c'est à gauche, Hiroshige. Il y a toujours un I, c'est Hiroshige. Hiroshige, j'ai 5 ou 6 Hiroshige. Une fois, j'en ai amené une au Japon, dans un montre cartable.
Et à Nihonbashi, c'est le quartier où ils vendent des estampes, il y a deux échoppes. Et il m'en voulait 10 000 euros. Parce que faut savoir, pour revenir aux estampes, elles datent de 1830-40. Hein, et les estampes, ce sont des panneaux de bois qui sont gravés, évidemment, et ensuite ils mettent du papier dessus, puis ils peuvent tirer sans estampe, hein, à partir d'une pièce de bois. Après, elles s'usent. Et maintenant, ils reproduisent toujours les mêmes, ils peuvent refaire celles-là. Mais à des détails près, on reconnaît celles qui sont de 1830-40. Elles sont évidemment très chères. Et pour la petite histoire également, les estampes sont venues en Europe à la fin du 19e siècle, quand le Japon s'est ouvert sous la pression des Américains aux étrangers, et il y a beaucoup de biens japonais qui ont été envoyés en Europe, empaquetés dans des estampes. Hein. Les estampes, c'est des livres, en fait. Hein. Et les estampes ont disparu après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup au Japon. Et donc, ils en conservent beaucoup en Europe. Je reviens sur ça. Vous voyez, comparer les deux. Hein. Vous voyez, ça, c'est Giverny, hein, c'est Manet. Alors, je vais marquer pointillisme, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de détails, et à la fin, à partir de tous ces détails, on a un tableau. Ça saute aux yeux. Hein. Mieux encore, ça, regardez, ça, c'est Hiroshige, et ça, c'est Van Gogh. Et regardez les troncs, regardez les feuilles, les détails, le caractère tortueux des troncs, c'est vraiment imité. Ça se rapproche. Regardez les oliviers par Van Gogh, il n'a rien inventé. Regardez, ça c'est la côte nord du Japon par Hiroshige. Il n'a rien inventé. Hein. Il n'y a pas la même, c'est tout, mais c'est pas grave. Et encore intéressant, regardez une allée de cyprès là. Hiroshige, et non, c'est Kunisada, je pense. Kunisada, et ici, Van Gogh, et même les petits personnages. Les petits personnages sont apparus assez récemment dans la peinture, hein. Avant on peignait les dieux, les déesses, etc. Les petits personnages du peuple sont apparus récemment, ils sont apparus d'abord chez les impressionnistes, chez les ukiyoistes. Ukiyo, ça veut dire les images du monde flottant, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est extraordinaire, regardez, un pont à droite, Hiroshige, à gauche, ça, c'est Monet. Les détails du pont, c'est la même chose. On dirait qu'il a copié quand même, ou il s'en inspire. Ça, c'est le summum du pointillisme, c'est le roi du pointillisme, c'est Seurat. Je voulais vous le montrer. Donc c'est une déviation de l'impressionnisme vers le pointillisme. Alors après, les couleurs. Alors bon, la neige, c'est tout fait blanc évidemment, alors c'est facile. Mais avant il n'y avait pas des paysages de neige. Hein. Chez les classiques, on ne peignait pas vraiment la neige. Hein. Donc vous voyez la neige par Hiroshige, et ici la neige par Claude Monet. On change les couleurs, hein. Ça devient blanc. Mais c'est un peu la chromandoscopie, si vous voulez, l'acide acétique, c'est blanc. Hein. Alors, l'indigo carmin, c'est bleu, donc c'est pas rouge. Mais regardez, un ciel par Hiroshige, toujours, ça sont des pruniers, hein, et c'est rouge. Van Gogh, il l'a même imité, il l'a caricaturé, et ça, c'est Okuzan, hein, qui est aussi un maître ukiyoïste, et c'est le mont Fuji, évidemment, en rouge, à cause du soleil. Donc, changer de couleur, on met en rouge, c'est hallucinant à cette époque-là qu'on puisse peindre la neige rouge. Et, alors j'ai pas mis peut-être, mais je l'ai oublié, ceux qui ont vraiment transformé les couleurs, c'est en particulier, c'est Gauguin. Mais il y a Paul Sérusier, il y a Vuillard, il y a Bonnard, etc. Et ils s'appellent les nabis. Et ils sont dérivés des impressionnistes, les nabis. Gauguin, il peignait l'herbe en rouge. Donc changer les couleurs, c'est un peu la chromandoscopie, hein, d'accord ? Maintenant, travailler les perspectives. Alors ça, moi j'en ai 3 des stands c'est les 40 vues du mont Fuji par Hiroshige. Vous voyez, toutes les vues du mont Fuji. Eh bien, cathédrale de Rouen, c'est toutes les vues de la cathédrale de Rouen par Monet, hein, avec différentes couleurs en plus. Hein. Ça c'est très connu. Et Monet, il ne s'est jamais inspiré que de ça. Comme il a fait les meules, hein, par exemple. Hein. Il a fait les meules avec différentes couleurs, etc. Les peupliers, par exemple. Hein. J'ai aussi quelques images, je les ai passées. Alors, quand on regarde l'influence des graveurs japonais sur l'impressionnisme, de multiples détails, des changements de couleurs, de multiples perspectives, on arrive à l'impressionnisme. On a une impression, voilà, et on fait un diagnostic. Eh bien, c'est la même chose en endoscopie. Les Japonais adorent analyser les détails, ils utilisent des zooms, etc. Hein. Ils recommandent d'utiliser des zooms. Ils changent les couleurs, c'est la chromandoscopie.
Ils utilisent de multiples perspectives, c'est-à-dire, vous prenez un polype, vous le regardez par différents endroits pour bien vous orienter et voir son ensemble, et le voir sous différentes vues. Ça, c'est ça qu'on aboutit au diagnostic. Donc, vraiment, il y a un parallèle. Et, bon, c'est un message subliminal, mais il faut que les jeunes fassent comme ça. Ils s'inspirent des Japonais. Alors, pour finir, autre influence des endoscopies japonais, on doit enregistrer des images de qualité. Et ça, je vous promets, en France, en Europe, sauf au Trocadéro, c'est une catastrophe. Il faut de temps en temps, parce qu'il est quand même grand, n'oublions pas. Il a fait du rugby, alors il court moins vite maintenant, on est d'accord. Bon, mais il faut se méfier. Quelques images de l'Atlas européen d'Harmony Imaging. C'est moi qui ai fait cet atlas. Enfin, c'est moi qui ai promu cet atlas, qui l'ai créé. C'est toutes les images de Harmony Imaging. Alors, regardez bien. Ceux qui l'envoient, ils me l'envoient parce qu'ils sont très contents de leur image. Mais c'est des... Je ne veux pas dire ce que c'est, mais c'est des catastrophes, quoi. D'accord. Là, c'est surexposé, on ne voit rien au milieu. Là, vous voyez, c'est tout flou, là, juste à l'endroit, il faudrait que ça soit pas flou. Ici, il y a des crottes qui sont rouges. Je dis aux chirurgiens, parce qu'en Harmony Imaging, les crottes, c'est rouge. C'est la commandoscopie. Et ici, vous voyez, dans nos endroits importants, c'est aussi flou. D'accord? Alors, on peut faire mieux. Il faut apprendre à faire les images. Je peux vous en parler, je peux vous faire une conférence sur comment faire les images. Il y a de quoi raconter. D'accord? Très important. Deuxièmement, il faut collaborer étroitement avec son anatomopathologiste. Et ça, les Japonais nous l'ont appris. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils font souvent, ils ne sont pas pathologistes, mais ils travaillent beaucoup dans les laboratoires d'anatomopathologie. Ils regardent leurs pièces eux-mêmes, etc. Et ça, c'est une pièce de dissection. Et il faut couper en lanière, comme vous le savez, toute cette pièce. Ensuite, il faut prendre un micromètre pour voir l'envahissement en profondeur. Je ne citerai pas de nom, mais moi, à Eduardo, j'ai acheté les micromètres. Parce que la BAT, il ne voulait pas les utiliser. J'ai acheté, puis maintenant, il les utilise. D'accord? C'est pour dire, il y a un anapath dans la salle. Bon, okay. Bon. Et puis après, il faut reconstituer la pièce. Par exemple, ce qui est rouge, c'est l'dysplasie-grade ou le polype, et ce qui est bleu, c'est le cancer. Ok? Alors, ça, j'ai obtenu. Ça, je l'ai obtenu, et ça manque jamais. Ça, non, pour l'instant, zéro. Je ne l'ai pas obtenu. Mais il y a un long chemin à faire quand même pour obtenir une bonne analyse histopathologique des pièces. Avant, mon anapathe, elle me coupait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Okay, donc elle me coupait tous les bords. Donc au début, j'étais content, j'avais fait une belle dissection sous-muqueuse, et à la fin, c'était une mucosectomie piecemeal, quoi. Voilà, grâce à l'anapathe. Et puis alors, il faut faire attention à tous les détails. Tous les détails sont importants dans le traitement. Par exemple, ça c'est une diapositive que j'ai prise à Naoisha Yagi sur les dissections. Naoisha Yagi, c'est mon ami. Il est venu 4 fois dans ma maison dans la montagne à Bourg-Saint-Maurice. Et la première fois, je l'ai fendu, il est tombé, il s'est fendu la tête comme ça. Il s'est fait une dissection sous-muqueuse sur lui-même, il s'est fait engueuler par sa femme quand il est rentré. Mais il avait quand même eu le droit de revenir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est sa diapo. Il faut regarder la manœuvrabilité de l'endoscope. Je le dis pour les jeunes. Ça veut dire que, vous voyez une lésion, il faut manipuler l'endoscope pour faire tout le tour de la lésion, savoir en rétrovision si on pourra l'aborder, comment faire. C'est pas la peine de commencer sur un bord si on n'a pas été voir si on peut approcher l'autre bord. C'est une évidence, mais il faut le faire. Il faut aussi regarder la gravité pour que, si possible, la lésion tombe. Donc il faut tourner le patient. Et puis, quand on est un japonais, comme quand on est un Imujo, il faut apprendre et il faut être passionné par les nouvelles technologies et les nouvelles techniques. Je pense que, pour le coup, c'est vrai. Alors, les faiblesses des endoscopies japonais. Alors, pour le coup, c'est difficile entre eux. Ça, c'était dur pour moi, parce que quand je fais la conférence, je me dis, merde, je ne vais pas leur raconter ce qu'ils font pas bien. Quoi. C'est un peu embêtant, c'est pas très poli, surtout quand même, ils sont assez polis, en général. Ils sont connus pour ça. Bon, alors au début, je leur fais une petite fleur, j'ai dit, quand même, la qualité de la méthodologie en recherche clinique était assez faible avant au Japon. Mais c'est beaucoup amélioré ces dernières années, et elle est devenue standard. Et ça, c'est vrai. Pour être éditeur en chef, d'abord du journal d'endoscopie, puis maintenant d'Endoscopie International Open, je le sais. Ils randomisent, ils calculent l'effectif, on les suit les régulations, ils enregistrent, ils font très bien. C'est rare de les prendre en défaut maintenant sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver pour eux? Peut-être 2. Alors, ça, c'est vrai. C'est trop. Des détails, ils passent de temps en temps trop de détails. Quoi. Ils se noient dans les détails et
ils ont chacun leur classification. Forcément, parce qu'ils sont des écoles, ils ne sont pas tous d'accord avec les détails, il faut analyser. Et donc, par exemple, la classification de Sano, Hiroshima, Ginette, pour la classification des polypes neuronales avec le neuron imaging, c'est pour ça que de temps en temps, il faut les coincer, puis les obliger à travailler dans une classification internationale comme NICE. Hein. On les coince. Alors là, c'est dur, hein. Je vous promets, c'est dur. Entre eux, qui font compliquer, les Américains qui veulent tout simplifier, les Européens sont un peu pour milieu, mais c'est pas facile d'arriver à un consensus. Mais c'est typique, hein. C'est typique. Et bien alors, ce qui est typique aussi, c'est qu'ils ont très peu d'intérêt, contrairement aux Européens, et surtout aux Américains, pour la durée du geste et pour leur coût. Ça ne les intéresse pas. Ils commencent maintenant, mais ça ne les intéresse pas vraiment. Alors là, ça induit des malentendus majeurs, avec les Américains. D'accord? C'est pour ça que les Américains, la dissection c'est difficile, ils ne veulent pas vraiment s'y lancer, quelques-uns, pourtant, alors que les Japonais, c'est une évidence. Mais ils n'ont pas les mêmes soucis. Donc on peut, ça je leur fais ça à la fois, merci à l'école japonaise, vous voyez, toujours Hiroshige, et Van Gogh, il s'amusait à reproduire le pont de Hiroshige. Merci à l'école japonaise, puis bon, je suis un gentil camarade, et puis j'aime bien me dire ici, etc. Donc je dirais merci à l'école Limoujo, hein. Merci à Denis, il n'a pas beaucoup changé, Denis, remarquez, hein. D'accord? Il a très peu changé, Denis. Hein. Ça c'était en 2003. Et ça, c'était notre... À l'époque, on avait... Je remercie aussi les sponsors, maintenant qu'ils sont nombreux, mais à l'époque, on avait un sponsor principal, hein, Johnson, voilà, qu'on reconnaît, mais alors je pense que... Hein, on l'a plus. Et ça, il a un peu changé quand même. Hein. Il a un peu changé. Mais j'ai pas mis ma photo, parce que je pense que ça va être aussi à peu près le même effet. Voilà, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie. J'espère que je vous ai apporté. Je peux vous faire la même chose par maintenant sur et je le dis, je suis un peu faux cul, on va dire. J'ai la même chose, la même conférence. C'est ce que je préfère comme conférence, on va dire. Et j'ai une conférence que j'ai fait aux femmes faisant de l'endoscopie. Il y a un club de femmes faisant de l'endoscopie qui s'appelle WIE, okay. Et je leur ai fait une conférence avec des femmes dans l'éditoire sur comment les femmes sont devenues performantes en endoscopie, en prenant exemple sur comment les femmes sont devenues d'excellentes peintres. Voilà. Donc je peux vous le faire un jour, la prochaine fois, Denis. Non, mais ça plaît beaucoup aussi.